Ce soir, Lionel, on va s'intéresser à un dossier, c'est un grand classique de l'ufologie moderne. C'est un cas qui s'est passé dans les années 70 du côté du continent nord-américain, le cas Travis Walton. C'est un cas qui a été vu de long, en large, en travers, qui a été analysé par plein d'ufologues. Mais ce qui nous intéresse ce soir, ce qui m'intéresse moi, c'est ce dossier Travis Walton décrypté, analysé à la sauce Lionel Camille, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Exactement. Je tiens à préciser que je ne suis pas ufologue, non, non, mais bon, je m'intéresse au sujet. Mais c'est ce qui va faire toute la pertinence de cette émission, justement. Débarrasser peut-être des travers des ufologues. Je ne veux pas me les mettre à dos parce que j'adore les ufologues et l'ufologie. Mais en tout cas, c'est une analyse novatrice, différente que tu vas nous proposer ce soir. Et j'ai hâte qu'on puisse vous présenter ce dossier qu'on a regardé rapidement ensemble pour préparer cette émission. Je précise quand même que c'est toi qui as préparé le dossier. Et donc, on va s'y plonger tout de suite parce que la soirée risque d'être longue et passionnante. Je te laisse la parole. On est parti, le cas Travis Walton. Avant de démarrer, je tiens à préciser que vous allez voir beaucoup de photos authentiques dans ce dossier-là, des photos d'époque, mais vous allez aussi voir des photos qui sont tirées du film Fire in the Sky, donc, qui est adapté de l'histoire de Travis Walton. Et dans ce cas-là, vous verrez le petit logo en bas à gauche. Voilà. Donc on va faire comme d'habitude, je vais commencer par présenter les faits et ensuite il y aura une partie commentaires et analyse. Voilà, c'est Donc parti. on va remonter dans le temps, donc on va remonter à il y a 45 ans, et on va remonter en novembre 1975. Et on va partir aux États-Unis, en Arizona, dans le sud-ouest du pays. Plus précisément à Turkey Springs, dans la forêt nationale d'Apache Seagraves, une forêt nationale, enfin une forêt fédérale à 160 km au nord-est de Phoenix. Et ce mercredi 5 novembre 1975, il y a un groupe de 7 bûcherons en fait, qui travaillent. Ils travaillent à éclaircir une zone boisée à Turkey Springs. C'est vers le sud de la forêt d'Apache Seagraves. Ces travailleurs du bois, ces ouvriers du bois, sont sous contrat avec le service des forêts, le US Forest Service. Et ces 7 bûcherons travaillent dur depuis très tôt le matin, depuis le lever du jour quasiment. Et bon, on va citer leurs noms. On va citer leurs noms, au moins une fois. Michael, alias Mike Rogers, Allen Delis, John Goulet, Kenneth Peterson, Steve Pierce, Dwayne Smith et Travis Walton. Donc tous ces hommes sont jeunes et vigoureux. Du haut de ses 28 ans, Mike Rogers, c'est le plus âgé. Fort de 10 années d'expérience en foresterie, c'est lui le chef d'équipe. Jeune homme moustachu de 22 ans, Travis Walton, lui, c'est qu'un simple employé, mais il est considéré comme le meilleur ami de Mike Rogers. Depuis des heures, donc, les tronçonneuses rugissent dans les bois. Voilà, les membres du groupe scient méthodiquement les troncs des sapins qui tombent les uns après les autres. Après, ils vont ramasser les branches, etc. Et si l'ambiance au travail est relativement bonne, il existe quand même des tensions entre certains membres du groupe, notamment entre Walton et Delis. D'un tempérament un peu asocial, Allen Delis, en fait, qui est âgé seulement de 20 ans, il est un peu le mouton noir de l'équipe. Et ce jour-là, il manque de faire tomber exprès un arbre sur Travis Walton. Tu vois, c'est pas très sympa, hein. Non, si on peut éviter, c'est mieux quand on bosse ensemble. Juste pour le provoquer, tu vois, il est un peu comme ça. Voilà. Et donc, parfois ingérable, Dalis, il s'est même battu plusieurs fois avec ses équipiers dans le passé. Bon, à part ce petit incident entre Walton et Delis, la journée se déroule plutôt normalement. Voilà. C'est une journée a priori ordinaire, mais elle va pourtant basculer dans l'étrange. Vers 18 h, un quart d'heure après le coucher du soleil, c'est la fin du travail. Et donc, les 7 bûcherons rangent leur matériel. Ils rangent leur matériel, les tronçonneuses et les bidons d'essence sur la plateforme arrière du pick-up de Rogers. Vous allez voir une photo de ce pick-up, hein. Et ensuite, ils grimpent tous à bord de ce véhicule pour rentrer chez eux à Snowflake, une petite ville du comté de Navarro à environ 70 km. Comme chaque jour, Dalis, Goulet, Pierce et Smith, qui sont tous les 4 fumeurs, ils s'entassent à l'arrière, ils s'entassent à l'arrière du véhicule. Et devant eux, il y a Rogers, le chef d'équipe, c'est lui qui est au volant, bien sûr, c'est sa voiture, hein. Et les 2 derniers bûcherons sont sur les sièges passagers avant. Peterson, il est assis au milieu, et Walton, il est installé près de la fenêtre. Voilà, c'est assez précis, hein. Tu sais, ils ont leurs petites habitudes, ils s'assiedent toujours au même endroit.
Voilà. Donc leur heure d'arrivée est en fait estimée à 19h30. Et donc Rogers prend la direction du nord sur une route forestière à peine carrossable. On est vraiment dans une forêt, tu vois, c'est une forêt assez sauvage quand même, hein. Donc dans la camionnette, l'ambiance est plutôt détendue et certains font des blagues. À 18h10, Rogers il est en train de rouler au milieu des bois obscurs quand tout à coup, les passagers du véhicule remarquent une lumière rouge intense au loin dans la forêt. Ils songent d'abord au coucher du soleil. Et puis après, ils se disent, bah tiens, c'est peut-être un feu de camp de chasseurs. Ou même un début d'incendie, tu vois, il y a toutes les idées qui leur traversent la tête, hein. Seulement, il n'y a personne aux alentours, hein. Ils sont absolument seuls. C'est vraiment une forêt complètement déserte, hein. Et donc, c'est vrai que cette lumière jaillit au milieu de nulle part, ça ressemble finalement à rien de connu, hein. Donc, intrigué, Rogers, il arrête son véhicule. Il arrête dans une clairière, en fait. Dans une clairière à la vue dégagée. Et là, dans cette forêt déserte, ils assistent à un spectacle incroyable. Ils voient face à eux, en fait, ce qu'ils décrivent comme un disque métallique doré en train de voler. Et l'engin est stationnaire à environ 5 mètres au-dessus du sol, hein. L'objet, qui fait environ 6 mètres de large pour 2,50 mètres de haut, il produit un puissant halo lumineux qui éclaire le sol en dessous. Donc là, les 7 bûcherons n'en croient pas leurs yeux. Ils sont complètement médusés, hein, et ils ne peuvent pas détacher le regard de cette chose en suspension dans les airs. Mon Dieu, s'écrie Alan Davis, c'est une soucoupe volante. Tu vois, tout de suite, voilà, il ne sait pas quoi dire d'autre, hein. Pour lui, c'est le premier terme qui lui vient à l'esprit. Donc là, vous allez voir normalement l'endroit approximatif sur la carte, hein. J'ai retracé à peu près l'endroit. C'est assez, quand même bon, assez précis, vous voyez. Donc, tandis qu'ils observent tous dehors, bouche bée, bah là, il se passe un événement inattendu. Travis Walton, il décide d'aller voir de plus près. Et là, personne ne comprend pourquoi. Personne ne comprend pourquoi il prend un tel risque, hein. Mais Walton, il descend du véhicule. Il descend sans dire un mot. Et il se met à marcher vers l'objet. Et ses collègues tentent de l'en dissuader, hein, tu vois, il l'implore de revenir. Mais rien n'y fait. Walton, il fait la sourde oreille et il continue, il continue. Et d'après les témoins, il semble comme hypnotisé et irrésistiblement attiré par le disque volant. Donc, Walton, il pénètre dans le halo de lumière en dessous de l'objet en vol stationnaire, hein, et l'objet commence à produire d'étranges sons métalliques. Alors là, les amis sont en train de l'observer et ils commencent à paniquer, hein. Ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Et son ami Mike Rogers lui hurle: «Sors de là, Travis, sors de là!» Mais bon, Travis, il bouge pas, il reste complètement amorphe. Et tout d'un coup, ils sont à environ 25 mètres de distance, hein. Et là, Rogers et les autres dans la voiture, dans le véhicule, ils assistent à une scène effroyable. Il y a un rayon bleuté qui jaillit soudain de l'engin à la vitesse de l'éclair et qui frappe Walton. Walton, il est comme électrocuté, les bras en l'air, les bras en croix comme ça, et il se soulève à 3 mètres de hauteur au-dessus du sol, avant de retomber lourdement par terre, inconscient. Voilà. Donc là, dans le pick-up, bah, ses collègues sont dans un état de choc, hein, je veux dire, ils sont dans un état de sidération totale. Ils sont même persuadés que Walton est mort, là. Et Rogers, lui, bah, il sort soudain de sa léthargie et il écrase l'accélérateur et il décampe à toute vitesse. Donc à cet instant précis, il n'écoute que son instinct. Il veut juste sauver sa peau, hein, comme celle de ses compagnons. Et Rogers, il fonce à travers les bois. Il roule comme un fou avant de. En fait, il a peur. Il a même peur d'être poursuivi par la soucoupe volante, hein. Et bon, environ 400 mètres plus loin, il se rend compte que l'OVNI ne les suit pas, a priori, et il reprend son sang-froid et il arrête son véhicule. Donc là, il y a des discussions en fait avec les autres passagers du véhicule. Et il y a certains Rogers veut y retourner, il y en a certains qui veulent pas y aller. Il propose à certains de descendre et de l'attendre. Enfin bref. Au bout d'un moment, les Rogers et ses hommes se résolvent à faire demi-tour pour secourir leur ami. Mais quand ils reviennent dans la clairière, environ un quart d'heure plus tard, Travis Walton n'est plus là. Et l'objet volant non identifié s'est lui aussi volatilisé. Là, Rogers et ses collègues crient alors le nom de leur ami. Et pendant une demi-heure, ils explorent la clairière, éclairés par les phares du pick-up ainsi qu'une lampe torche que possédait Rogers. Mais ça ne donnera rien, malheureusement. Ils ont beau scruter les alentours, ils ne repèrent pas le moindre corps ou marque sur le sol. Force est de constater que Travis Walton a disparu sans laisser de traces.
impuissants à retrouver leurs collègues, Rogers et les autres remontent dans la camionnette et quittent les lieux, cette fois pour de bon. Ils sont à la fois épuisés et bouleversés par l'expérience qu'ils viennent de vivre. Et là, ils s'arrêtent dans un centre commercial à Heber, une ville arizonienne, une petite ville, à une quinzaine de kilomètres environ de Turkey Springs. Vous voyez ça sur la carte. Aux alentours de 19h30, il y a un des bûcherons, Kenneth Peterson, qui téléphone à la police. Plus précisément au bureau du shérif du comté de Navarro, qui est compétent. Il tombe sur Chuck Ellison, le shérif adjoint, à qui il relate l'incident. Il raconte ce qui s'est passé. Et là, le shérif adjoint leur dit, bon, il leur donne rendez-vous. Il y a une rencontre informelle qui est organisée avec les 5 autres travailleurs forestiers dans un centre commercial à Heber. Et donc, Ellison, l'adjoint du shérif, il les retrouve. Et d'après Ellison, les collègues de Walton semblent très affectés par le drame. 2 d'entre eux sont même en larmes. Ils ont vraiment l'air perturbés, quoi. Hein. Et s'ils jouaient la comédie, ils étaient terriblement bons, déclarera plus tard Ellison. Vers 21h, le shérif Marlin Gillespie, donc le patron vraiment, alerté par son adjoint, Ellison, le rejoint à Hébert. Et il écoute à nouveau, le récit de ces bûcherons. Et là, son premier réflexe, c'est d'ordonner une fouille de la camionnette de Mike Rogers pour trouver d'éventuelles bouteilles d'alcool ou de substances hallucinogènes. Il faut se rappeler qu'on était au cœur des années 70, en pleine époque du LSD. Hein. La période hippie. Voilà, bon, ils ne trouveront rien. Donc, les hommes de loi, ils ont du mal à avaler cette histoire de soucoupe volante. Hein. Mais bon, il manque quand même un bûcheron. Il manque un membre de l'équipe. Hein. Donc Rogers, il demande quand même que la police aille immédiatement à Turkey Springs pour retrouver Travis. Il réclame qu'on amène aussi des chiens policiers, des chiens pisteurs, sur place. Malheureusement, aucun n'est disponible ce soir-là. Durant la nuit, des policiers se rendent quand même sur place, accompagnés de Rogers et de Peterson et d'Ellis. À Turkey Springs, donc Gillespie et ses subordonnés, ils inspectent méticuleusement le périmètre, aidés par des volontaires aussi. Hein. Mais bon, Travis Walton demeure introuvable. Et on ne trouve aucun signe de lutte. Hein. Tout est absolument normal. En l'absence d'indices, en fait, les forces de l'ordre s'interrogent. Hein. Là, ils commencent à se demander, est-ce que Rogers et ses collègues ont vraiment dit la vérité? Hein. Par ailleurs, on peut se demander où peut bien être Walton aussi, parce que s'il a passé toute la nuit dehors, dans cette région montagneuse de l'Arizona, où les températures sont rudes l'automne, il a très bien pu succomber à une hypothermie. Hein. Parce qu'en plus, il était vêtu que d'une chemise et d'une veste en jean. Il était peu vêtu. Hein. Ces forêts de l'Arizona sont assez réputées, sont vraiment apparemment la température, dès le coucher du soleil, vraiment les températures baissent énormément. Donc dans la nuit du mercredi au jeudi, Rogers et un policier nommé Ken Copeland se rendent chez Mary Lucille, la mère de Travis, qui réside dans un ranch à Bear Creek, à une quinzaine de kilomètres de Snowflake. Informée de la disparition de son fils, Mary Lucille l'accueille la nouvelle avec un calme étonnant. Et ça surprend un peu Copeland. Elle demande juste en fait si quelqu'un d'autre est au courant de la situation, à part l'équipe et la police. Et mère de 6 enfants, donc Madame Walton, elle informe l'un de ses autres fils, nommé Duane. Âgé de 26 ans, Duane, c'est le frère aîné de Travis. Et il vit à Glendale, dans la grande banlieue de Phoenix. À partir du moment où il va être informé des événements, Duane Walton, il va faire beaucoup parler de lui. Hein. Il va même quand même jouer un rôle non négligeable dans cette affaire. Voilà, donc la nuit passe, la nuit était courte pour la police, mais bon, le lendemain, le jeudi 6 novembre 1975, le bureau du shérif organise une grosse opération de recherche et de sauvetage dans la forêt nationale d'Apache Graves, parce que le jour est revenu, voilà, donc il a pu faire venir plus de monde. Donc assistés par des hélicoptères, les policiers effectuent des battues avec de nombreux volontaires dans les bois. Là, les policiers emploient des gros moyens. Hein. Ils effectuent des battues, certains circulent à dos de cheval, on fait venir des chiens pour trouver éventuellement la piste olfactive de Travis. Des hélicoptères vont et viennent dans le ciel, mais cela ne produira aucun résultat. Ce même jour, le shérif, Gillespie, rend lui aussi visite à la mère de Travis, Mary Lucille. « Je ne suis pas surprise, déclare-t-elle.
en parlant de la situation. Et comme Copeland, en fait, le shérif, il trouve son attitude un peu bizarre. En réalité, ses soupçons vont grandissant. Plus ça va, plus il a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire, hein. Est-ce que cette histoire n'aurait pas été inventée de toutes pièces pour masquer des faits plus sinistres, comme un meurtre, par exemple? Là, donc là, bah, le vendredi passe, rien de nouveau. Et le samedi 8 novembre 1975, 3 jours après les faits, la disparition mystérieuse de Travis Walton commence à attirer l'attention des médias et des passionnés d'ufologie, hein. Interrogé sur l'affaire, son frère Dwayne, il fait des déclarations assez maladroites et troublantes aussi, hein. Il indique que lui et Travis s'intéressent aux ovnis depuis des années, en fait. Au moins une dizaine d'années, suite à une observation de phénomènes aériens non identifiés faite par Dwayne lui-même en 1963. En 1963, Dwayne Walton aurait vu un ovni. Et cette information, c'est vrai que c'est du pain béni pour les sceptiques, parce que certains ne croient pas un traître mot de cette histoire de soucoupe volante, hein, évidemment. Ils sont même convaincus qu'il s'agit d'un vase canular, hein, d'une fake news. Et d'autres pensent que Walton a tout simplement été victime d'un homicide, d'un meurtre, voilà. Et quand il s'agit de trouver des coupables, tous les regards se tournent vers Mike Rogers et ses hommes, hein. Ce sont les suspects tout désignés, hein. En réalité, voilà, on sait pas, mais bon, pour les sceptiques, pour ceux qui pensent à la thèse criminelle, Rogers aurait tué et caché le corps de Walton avec la complicité de ses hommes pour des raisons qui leur appartiennent. D'un autre côté, c'est vrai que cette affaire, c'est quand même, tout n'est pas si simple parce que les 6 bûcherons ont l'apparence de la sincérité depuis le début, hein. Et si la présence d'un ovni à Turkey Springs reste introuvable, il y a quand même une donnée qui sème le doute, hein. Lors des recherches, des tests de radioactivité auraient été menés sur le terrain le 6 novembre 1975, le lendemain de la disparition de Travis. Un homme en uniforme d'agent forestier est apparu apparemment sur les lieux avec un compteur Gégère. Et il aurait trouvé, semble-t-il, des traces de radiation sur les casques de sécurité des bûcherons. Mais là, c'est malheureux, personne n'a prélevé d'échantillons de terre et de cailloux sur le site de la supposée abduction de Travis. Voilà, il faut parler d'abduction, voilà. Il a disparu suite à une rencontre avec un ovni. Questionnée à plusieurs reprises par la police, Mary Lucille, la mère de Walton, elle supporte mal en fait qu'on mette ses paroles en doute, hein. La trouvant en pleurs à son domicile, bah, Dwayne, son fils, son autre fils, il lui conseille de ne plus faire entrer les policiers chez elle, mais de leur parler sur le porche de sa maison. C'est un peu pour protéger sa mère qui lui dit ça, hein. Mais bon, cette décision va nourrir la rumeur selon laquelle Madame Walton cache quelqu'un ou quelque chose chez elle. Son fils Travis, par exemple. Voilà, tu vois, on commence à voir, commence à y avoir des soupçons. Il y a de quoi. Le lundi 10 novembre 1975, donc ça fait maintenant 5 jours que Travis Walton s'est évaporé dans la nature. Aurait-il été assassiné et enterré à Turkey Springs? Là, le shérif Gillespie, il veut en avoir le cœur net et il prend une décision radicale. Il va soumettre Rogers et son équipe au polygraphe. Le polygraphe, c'est un système qui enregistre les réactions psychophysiologiques, donc le pouls, la pression sanguine, et qui est surnommé un peu abusivement détecteur de mensonges. C'est un terme abusif parce que bon, j'ai déjà parlé du polygraphe dans d'autres émissions, on va en reparler un peu dans la partie commentaire-analyse, hein. Donc là, c'est Cy Gilson, un technicien expérimenté du département de la sécurité publique de l'Arizona, qui va être chargé d'organiser les séances de polygraphe. Et à partir de là, la pression qui s'exerce sur les 6 bûcherons est énorme. Parce que s'ils échouent au test, ils risquent de moisir en prison pendant tout le reste de leur vie déjà, voire même la peine de mort. Parce que, à l'époque, il y a encore la peine capitale en Arizona. Et pourtant, bah voilà, ils acceptent tous d'accéder à la demande du shérif. Ils disent, ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc ils vont tous passer le test, à part Ellen Delis, le mouton noir de l'équipe, hein, dont j'ai déjà parlé. Lui, il va quitter la salle avant d'avoir terminé l'examen.
Pour quelle raison? On l'ignore. Est-ce que Delis ne serait pas réfractaire à l'autorité? C'est possible, hein. Signalons que Delis connaîtra plus tard des problèmes avec la justice. Il sera même condamné pour vol à main armée. Voilà. Rien que ça. Oh, entre autres. Au cours des séances de polygraphe, Rogers, Goulette, Peterson, Pierce et Smith y répondent à une série de 4 questions relatives à la soirée du 5 novembre 1975. Les 3 premières questions visent à déterminer si Walton a été victime ou non d'un crime que chercheraient à cacher ses collègues. Voilà. Donc on va passer en revue les 4 questions. Question numéro 1. Avez-vous causé des blessures graves à Travis Walton mercredi dernier? Question numéro 2. Savez-vous si Travis Walton a été blessé physiquement par d'autres membres de votre équipe mercredi dernier? Question numéro 3. Savez-vous si le corps de Travis Walton a été enterré ou caché quelque part dans la zone de Turkey Spring? La dernière question, la question numéro 4, concerne le phénomène hors norme dont les bûcherons auraient été témoins. Avez-vous dit la vérité quand vous avez affirmé avoir vu un ovni mercredi dernier lorsque Travis Walton a disparu? Donc là, on voit que la 4e question concerne directement l'OVNI. La suite est plus que troublante parce que, en effet, pour Gilson, les résultats des tests polygraphiques sont concluants, ce qui signifie que tous les travailleurs forestiers auraient dit la vérité. Dans son rapport final, Gilson indique que les 5 hommes n'ont ni blessé ni tué Walton et qu'ils ont vu un objet qu'ils ont cru être un ovni. Au vu du rapport de Gilson, le shérif Gillespie, il fait la déclaration suivante. Il ne fait aucun doute qu'ils disent la vérité. En parlant des bûcherons. Voilà, donc ils ont passé les tests polygraphiques avec succès. Voilà, très bien, mais bon, on ne sait toujours pas où est Travis, hein, c'est ça le problème. Donc là, ce soir-là, un peu plus tard dans la soirée, même très très tard, je crois que c'est juste après minuit, il y a un coup de théâtre insensé qui va survenir. Neve Grant, le beau-frère de Travis Walton, il reçoit à son domicile un coup de fil. Un coup de fil qu'il n'attendait pas vraiment. L'appel étant PCV, c'est-à-dire à la charge du destinataire. C'était pour les radins à l'époque, tu sais, qui ne voulaient pas payer les appels, ils demandaient est-ce que vous acceptez de payer l'appel, voilà. Ça existe, je ne sais pas si ça existe encore, il n'y a plus de cabine téléphonique, mais... Donc il reçoit un appel en PCV, voilà, vous acceptez l'appel, oui, il accepte l'appel. Donc il est mis en relation avec quelqu'un. Et à l'autre bout de la ligne, il y a une voix masculine qui se présente comme Travis Walton. C'est Travis, dit la voix. Je suis dans une cabine téléphonique à une station-service de Hébert et j'ai besoin d'aide. Viens me chercher. Premier réflexe, Grant, il croit à une blague, lui. Hein. Il dit non, c'est pas possible, quoi. Voilà, il se dit qu'on lui fait, c'est un canular de mauvais goût. Mais bon, ensuite, il va quand même réécouter l'homme parce qu'il semble reconnaître sa voix, la voix de son beau-frère. C'est moi, Grant, lui dit l'homme. Je suis blessé et j'ai vraiment besoin d'aide. Viens me chercher. Bon, là, Grant, il se dit, bon, on va y aller quand même, ça a l'air assez sérieux. Donc, en plus, Travis, il déclare se trouver dans une cabine téléphonique près d'une station-service de Hébert. L'endroit est assez précis. Donc, Grant, il demande à Dwayne Walton, le frère de Travis, de l'accompagner. Et tous les deux foncent immédiatement en voiture jusqu'à l'endroit indiqué. Et là, tous les deux, Grant et Dwayne, ils trouvent Travis prostré dans la cabine téléphonique. Vous voyez une photo exacte de cette cabine téléphonique. Hein. Vraiment, c'est une photo exacte des lieux. Voilà. Travis, il est prostré dans la cabine, il est pâle, il est amaigri, il n'est pas rasé. Il n'a pas l'air en forme, quoi. Hein. Il porte les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Et dans un état de confusion mentale, l'homme, il paraît effrayé. Il est vraiment pas dans son état normal. Hein. Il sanglote et il tient des propos incohérents. Il marmonne un peu dans sa barbe et il parle notamment de yeux horribles. Voilà, donc des yeux horribles. Comprenne qui pourra. Voilà. Donc, et plus déroutant encore, Travis, il a apparemment perdu toute notion du temps. Il est persuadé n'avoir disparu que 2 heures. Hein. Et quand on lui dit que ça fait 5 jours qu'on le recherche partout, lui, il tombe des nues. Hein. Il tombe des nues. Donc, Travis est récupéré par Grant et Dwayne. Surtout Dwayne. Et Dwayne, il va avoir une réaction un peu ambiguë, Dwayne Walton. Il va prendre la décision de ne pas informer tout de suite les autorités du retour de son frère.
en raison de son état. Il considère qu'il est fragile et il ne veut pas le fragiliser davantage. Donc suite à son sauvetage, Travis, il est emmené par son frère Dwayne chez sa mère, Marie-Lucille, puis ensuite dans un hôpital de Phoenix, où il reçoit des soins. On l'inscrit sous un faux nom dans l'hôpital, hein, pour pas qu'on puisse forcément, que les médias puissent le reconnaître, le retrouver. À la demande de l'Aerial Phenomena Research Organization, l'APRO, une association américaine de recherche sur les phénomènes aériens, puis une association d'ufologues, si tu veux, avec qui Dwayne Walton est en relation, parce que Dwayne, voilà, il était déjà un petit peu fan d'OVNI, hein, donc là, il avait été approché par des gens de l'APRO déjà, et donc, à la demande de l'APRO, et en concertation avec Dwayne, Travis, il va être ausculté par plusieurs docteurs. Et les examens médicaux vont indiquer que même s'il a perdu du poids, autour de 5 kilos quand même, et qu'il souffre de déshydratation, Travis, il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Mais bon, c'est quand même quelques détails un peu intrigants. On remarque par exemple que Travis, il présente une minuscule tache rouge dans le pli du coude. Et cette tache pourrait correspondre à une piqûre. Est-ce qu'on ne lui aurait pas administré une drogue à son insu? À moins qu'il se soit fait lui-même une injection. Bref, donc cette hypothèse comporte quand même des limites, il faut dire, parce que premièrement, aucune substance chimique n'a été découverte dans le sang de Travis. Sans compter qu'en plus que la piqûre ne se situe pas sur une veine. Donc il n'a pas pu se faire d'intraveineuse, si tu veux. Hein. Voilà, donc nous reparlerons du bilan médical de Travis Walton dans la partie commentaires et analyse. Informé du retour de Travis, quand même, l'information finit par fuiter quand même. Le shérif, Gillespie, veut l'interroger dans les meilleurs délais. Mais Dwayne, son frère, il refuse dans un premier temps de lui dire dans quel établissement hospitalier Travis est, en fait. Il ne veut pas lui dire où il est. Est-ce que c'est encore pour ménager son frère? On ne sait pas trop, mais bon... Par la suite, le shérif du comté de Navarro donc, va réussir enfin à rencontrer Travis. Il va être l'un des premiers à recueillir son témoignage. Parce qu'en fait, depuis plusieurs jours, des souvenirs sont revenus à la surface de Travis. La surface de sa mémoire. Tu vois, Et le récit que livre Travis à Gillespie est vraiment hallucinant. Je vais vous raconter ça. Je ne vais pas tout raconter en détail, je vais vous dire l'essentiel. Donc, Travis Walton raconte qu'après avoir perdu connaissance à Turkey Springs, lorsqu'il a été frappé par le rayon bleu, ensuite il s'est réveillé, il se serait réveillé, allongé sur une table dans un lieu inconnu. Au départ, Travis il se serait cru à l'hôpital, entouré de médecins. Mais bien vite, la peur l'aurait envahi. Parce qu'il aurait réalisé être en présence non pas de docteurs, mais de 3 êtres, en fait, n'ayant rien d'humain. Vêtus de combinaisons orange, ils mesuraient environ 1,50 m avec des têtes semblables à celles de fœtus. À la vue de ces créatures au crâne chauve démesuré, Travis il se serait redressé et voilà, il aurait frappé du poing l'un des aliens, parce que ça ressemblait à des aliens, hein, faut dire ce qui est, et qui aurait tenté de le maîtriser en fait. Hein. Et d'ailleurs, il faut noter que apparemment, Travis a dit que l'alien n'était pas aussi solide qu'un humain. Tu vois, quand il a frappé, le truc, il a valdingué beaucoup plus facilement qu'un humain. C'est assez intéressant comme détail. Ouais. Comme s'il était en carton, quoi. Bref. Hein. Donc ensuite, le Travis, il les aurait menacés avec un cylindre métallique qui se trouvait en fait sous sa nuque. Et là, les 3 humanoïdes, ils n'auraient pas été très courageux. Hein, ils se seraient tout de suite enfuis. Ça, c'est intéressant. Notons que les 3 êtres inconnus n'ont jamais cherché à communiquer avec Travis. Par la suite, Travis, il serait parti en courant dans un couloir. Il aurait cherché une sortie, si tu veux. Hein. Et il aurait pénétré dans une salle, en fait, qui ressemblait à une salle de commande sphérique. Il y avait un fauteuil au milieu de la salle. Donc il se serait assis sur ce fauteuil et il aurait actionné un petit levier dans le but d'ouvrir une éventuelle porte. Et là, il aurait vu des étoiles bouger sur les murs. Et selon toute apparence, Travis n'était plus sur Terre. En fait, il était dans l'espace, en train de piloter l'OVNI. C'est dingue. Totalement.
Il paraît que même il y avait même d'autres vaisseaux spatiaux qui étaient visibles à proximité, tu sais, en train d'escorter le sien. Bon, bah, apparemment, Travis, il se serait lassé, donc il aurait abandonné son fauteuil. Et là, il se serait retrouvé nez à nez avec un être humanoïde, de grande taille et d'apparence plus humaine. Rien à voir avec les autres êtres qu'il avait vus avant, hein. Vêtu d'un costume bleu et la tête couverte d'un scaphandre en verre, l'étranger l'aurait pris par le bras et l'aurait emmené ailleurs dans le vaisseau. Pendant qu'il l'emmenait, bah, Travis, il l'aurait bombardé de questions, hein. Ouais, qui êtes-vous? Où vous m'emmenez? Mais l'humanoïde, encore une fois, il aurait gardé le silence. Et il l'aurait conduit dans une pièce blanche, où là se tenaient deux hommes, deux êtres humanoïdes, encore, ressemblant beaucoup à des êtres humains, un homme et une femme, incroyablement beaux. Ils étaient très beaux. Ils étaient habillés en bleu aussi. Travis les aurait alors questionnés, eux aussi. Mais là encore, ils se seraient contentés de le regarder sans rien dire. Ils n'étaient pas très causants. Travis, vraiment, au bout d'un moment, il aurait recouvré, voilà, il aurait cherché à communiquer, il aurait voulu faire plein de choses, voilà, il aurait voulu leur parler. C'était un mutisme total en face. Donc bon, au bout d'un moment, il en a eu marre, il a commencé à s'énerver, et là, la femme lui aurait posé un masque sur le visage, sur le nez. Et là, Travis se serait évanoui. Et quand Travis aurait recouvré ses esprits, il aurait constaté être sur une route à Hébert, près de la station-service, où ses proches l'ont secouru le 10 novembre 1975. Allongé par terre, il aurait juste eu le temps de voir un objet en forme de disque s'envoler brusquement dans les airs. Donc voilà, en résumé, Travis Walton aurait été kidnappé à bord d'un vaisseau spatial. Par des êtres venus d'ailleurs, possiblement. Je vais te demander une toute petite pause parce qu'apparemment les amis nous disent, alors moi je vois pas de soucis sur le live, mais apparemment YouTube rame ce soir. Décidément, excuse-moi de te couper en pleine intervention. En plus, je crois que ça a commencé à laguer un petit peu au moment où tu nous expliquais ce que lui ont fait ces deux êtres, cet homme et cette femme en bleu. Donc j'espère que ça va remarcher. Apparemment. Je suis vraiment désolé Lionel. Hop, je repasse ta caméra sur moi, prends le temps de boire un petit coup d'eau. Hop, Béa qui me dit ça coupe pas mal Guillaume. Oui, ça coupe, mais pourquoi? C'est une bonne question. Apparemment, le son revient. Hop. Proches l'ont secouru le 10 novembre. Hop. Écoutez, je crois que tout est OK. Hop. Tout le monde me dit que ça va mieux. Lionel, te voilà de retour aussi. On a une micro-coupure via Skype, mais apparemment tout fonctionne. Donc ce qu'on va faire, je vais te laisser reprendre sur la partie où tu nous expliquais ce que nos deux extraterrestres, cet homme et cette femme vêtus de bleu, ont dit ou fait à notre protagoniste Travis Walton, si tu veux bien. Ah. C'est bon? Eh ben oui, c'est bon, il y a encore eu une petite coupure Skype, décidément, si YouTube et Skype se mettent conjointement pour nous gâcher la soirée, ça va pas le faire, mais nous ne nous laisserons pas abattre, donc je sais pas si tu as entendu ce que je t'ai demandé, si tu peux repartir sur la scène avec nos deux extraterrestres, ça serait parfait, je te laisse la parole. Donc je vais vous rafraîchir la mémoire. Et nous t'en remercions. Donc Travis aurait été conduit par l'être humanoïde là, qui était habillé en costume bleu avec un scaphandre en verre. Voilà. Il l'aurait amené ailleurs dans le vaisseau. Il l'aurait amené dans une autre salle, dans une pièce blanche où se tenaient deux hommes qui étaient donc, un homme et une femme qui étaient incroyablement beaux et qui étaient habillés aussi en costume bleu. Travis les aurait questionnés à leur tour, hein, mais bon là, eux aussi se seraient contentés de le regarder sans rien dire. La femme lui aurait finalement appliqué un masque transparent sur le visage et Travis aurait perdu connaissance, il se serait évanoui. Et quand Travis aurait recouvré ses esprits,
Il aurait constaté être sur une route à Hébert, donc près de la fameuse station-service, où ses proches l'ont secouru le 10 novembre 1975. Allongé par terre, Travis, il aurait juste eu le temps de voir un objet en forme de disque s'envoler dans le ciel, brusquement dans le ciel. Selon ses dires, donc, Travis Walton aurait été kidnappé à bord d'un vaisseau spatial par des êtres venus d'ailleurs. Le point intéressant, c'est que Travis Walton s'est souvenu de son aventure sans avoir recours à l'hypnose. Et il n'a gardé de souvenir que pour 2 heures, et pas pour ses 5 jours d'absence. Rappelez-vous, quand on l'a récupéré, il pensait n'avoir disparu que 2 heures. Donc il n'a gardé de souvenir que pour 2 heures. Bah, c'est ce qu'on appelle en fait le missing time, ou le temps manquant. Parce que là, il lui manque du temps. Il lui manquait presque 5 jours, hein. Donc le missing time, le temps manquant, c'est une forme d'amnésie fréquente chez les personnes prétendument abductées par des extraterrestres ou témoins d'ovnis. Donc le shérif Gillespie, il entend cette histoire, voilà, il en reste un peu, voilà, il en reste un peu quoi comme ça, et il cherche une explication rationnelle à cette histoire qui défie la raison. C'est vrai que ça paraît complètement insensé d'entendre un truc pareil, hein. Donc surtout pour un shérif, voilà, dans un comté rural aux États-Unis, voilà, plutôt terre à terre, cartésien. Donc le shérif, lui, il théorise que Walton, il a possiblement été agressé par des individus qui l'auraient administré une drogue, tu vois. Travis aurait alors déliré, il aurait eu des hallucinations visuelles et il aurait imaginé cette bande d'aliens, hein. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs une allure vaguement humaine. Mais bon, cette thèse ne colle pas avec les résultats du bilan médical de Travis. Le bûcheron n'a pas été frappé, il n'a pas été molesté, et ses analyses sanguines n'ont révélé aucune trace de produits psychotropes dans son organisme, hein. Donc méfiant, le shérif il fait procéder à quelques vérifications d'ordre technique quand même. La compagnie du téléphone va lui confirmer que Travis a bien passé un appel, qu'un appel a bien été passé depuis cette fameuse cabine téléphonique le 10 novembre 75, hein. Mais on va trouver aucune trace des empreintes digitales de Travis. Bon. Bon là, et qui est hors du commun, il faut dire, fait la une des journaux, hein. C'est pas tous les jours qu'un homme prétend avoir été kidnappé à bord d'un engin spatial, hein. Donc il y a beaucoup d'articles qui relatent le récit de Travis, hein. Et flairant la bonne affaire depuis le début, le tabloïd américain National Enquirer s'empare du dossier. Il fait un versement de 1 000 $ au Walton pour les aider et publier l'histoire de Travis, bien sûr. Ça n'est pas totalement désintéressé. Travis Walton se montre plutôt coopératif, hein. Il est coopératif avec tout le monde, lui, hein. Avec la police, avec les médias. Et dans l'objectif de prouver sa bonne foi, Travis accepte d'être questionné sous hypnose. Le docteur James Harder organise donc une séance d'hypnose régressive. Chercheur à la Pro, donc l'organisme ufologique dont j'ai parlé tout à l'heure, Harder, c'est un praticien expérimenté dans ce domaine. Et au cours de la session, Travis Walton y répète son témoignage. Et notons que selon le docteur Harder, il est pratiquement impossible de simuler la terreur sous hypnose. Ce qui est encore intéressant, c'est que le souvenir conscient et la mémoire inconsciente de Walton sont identiques. Sous hypnose, il raconte exactement la même chose que lorsqu'il est conscient, si tu veux. Et encore une fois, Walton, il n'a pu accéder qu'à une période de 2 heures, la fameuse période de 2 heures, suivant sa perte de connaissance. C'est-à-dire quand il a été frappé par le rayon lumineux. Donc pour l'instant, force est de constater que Travis Walton, il est plutôt cohérent. Voilà, donc le samedi 7 février 1976, donc là, 3 mois après les faits, hein, quasiment, Travis Walton se soumet au polygraphe. Le test est encadré par George Pfeiffer, un employé de Tom Ezel et Associates, une société de Phoenix spécialisée dans la détection de mensonges. Jugé positif, le résultat du test fait l'objet d'une forte médiatisation. Et Travis Walton, qui réussit le test, voilà, apparemment il aurait donc dit la vérité, comme ses collègues, Travis Walton devient une star. Il rentre dans l'histoire ufologique. Mais bon, il conserve quand même pas mal de détracteurs et de debunkers. Appelés aussi démystificateurs, les debunkers sont des personnes ou des organisations qui tentent de discréditer des déclarations censées fausses.
En ce qui concerne l'histoire de Travis Walton, beaucoup d'observateurs restent un peu dubitatifs, hein, à tort ou à raison. On va passer les années. En 1978, Travis Walton écrit le livre Fire in the Sky, The Walton Experience, pour faire connaître aux lecteurs du monde entier sa version des faits. Dans les années suivantes, il semble retrouver une vie normale. Il va travailler dans l'industrie du bois à Snowflake et il va se marier avec Dana Rogers, la sœur de Mike. Mike Rogers, le chef d'équipe. Dana Rogers qui va lui donner plusieurs enfants. Donc là, il y a 15 ans qui vont passer, 15 ans plus tard, en 1993. Donc le livre de Walton va faire l'objet d'une adaptation cinématographique, le film Fire in the Sky, réalisé par Robert Lieberman. Le film est sorti sous le titre Visiteur extraterrestre en France et OVNI, l'ultime rencontre au Québec. On salue nos amis québécois. Ils se reconnaîtront. Donc même s'il est assez réussi d'un point de vue artistique, le long métrage est assez différent du témoignage de Travis Walton quand même, hein. Le film Fire in the Sky, tu sais, il est un peu les faits montrés dans ce film sont un peu exagérés, sans doute pour répondre aux attentes du public. Il faut du spectaculaire, voilà. Mais bon, il n'est pas si mal ce film en fait. Je l'ai vu récemment. Bon, il y a des belles images, on va dire. Voilà. Bon, la même année, Allen Delis, donc le bûcheron, le dernier bûcheron, le seul bûcheron qui n'avait pas passé le test. Rappelez-vous qu'à l'époque, en 75, il n'avait pas fait entièrement le test, donc ça n'avait pas été concluant. Eh bien, cette année-là, donc en 93, Allen Delis, il accepte de se soumettre au polygraphe. Et voilà, il livre le même témoignage que ses collègues et le test est, semble-t-il, concluant. Il ne montre aucun signe de mensonge. Donc a priori, tous les bûcherons disent la vérité. En 2015, un documentaire intitulé Travis, la véritable histoire de Travis Walton, Travis, the True Story of Travis Walton, sort en DVD et donc Travis Walton est officiellement associé au projet. En octobre, et pour finir, en octobre 2015, 30 ans après la parution de son livre, Travis Walton a participé au jeu télévisé américain Le Moment de vérité, The Moment of Truth. Dans ce programme diffusé sur la Fox, le candidat est soumis au test du polygraphe avant l'émission. C'est le principe. J'explique vite fait le principe. Donc avant l'émission, on soumet le candidat au polygraphe, on lui pose une série de 100 questions, plus ou moins personnelles. 21 de ces questions sont à nouveau posées lors de l'enregistrement en public. Et à chaque fois que les réponses sont validées par la machine, par les résultats du polygraphe, eh bien le candidat, il empoche une somme d'argent. Et s'il répond aux 21 questions, il touche la cagnotte, donc la cagnotte totale, donc une cagnotte de 500 000 $. En octobre 2015, donc Walton, il a répondu correctement à 14 questions avant d'échouer à la question numéro 15. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette question était « Avez-vous été abducté par un ovni le 5 novembre 1975 ?» Donc Walton, il a répondu par l'affirmative, oui, bien sûr. C'est pas n'importe quelle question. Mais cette déclaration a été contredite par le résultat du test polygraphe. Autrement dit, Travis Walton aurait menti, selon la machine. D'ailleurs, on peut voir cette vidéo sur YouTube, vous pouvez la regarder en faisant des recherches, et c'est assez amusant, quoi. Quand on voit la tête que fait Travis quand la machine lui annonce que c'est faux, en fait. Voilà. Donc, célèbre pour sa prétendue abduction dans la forêt nationale d'Apache Graves en novembre 1975, Travis Walton reste une figure médiatique controversée, bien connu des milieux ufologiques. Il est plus ou moins pris au sérieux. Son cas divise. Bon, les sceptiques se font un plaisir de le débunker, mais bon, en réalité, ce dossier d'abduction très célèbre est plus complexe qu'il n'en a l'air. En tout cas, que l'on croit ou non en son histoire, moi je trouve que Travis Walton reste tout de même un personnage vraiment fascinant. Personnage fascinant, histoire fascinante. Ce que je te propose, on passe sur la partie. Hop, ça s'affiche à l'écran. Commentaires et analyse. Mon cher Lionel, c'est à toi de jouer. Décrypte-nous ce cas Travis Walton. Donc on a vu les faits, on passe à la partie commentaire et analyse. Donc l'histoire de Travis Walton, elle doit être accueillie quand même avec la prudence nécessaire. En effet, sa disparition et réapparition mystérieuse, expliquée par une soi-disant abduction par des EBE, entités biologiques extraterrestres, elle présente quand même
de nombreux points de fragilité et on va tous les passer en revue. Donc, je vais commencer par vous présenter toutes les zones d'ombre. On va commencer par l'examen médical de Travis Walton. Peu de temps après avoir été retrouvé, rappelez-vous, Travis Walton, il a été ausculté par des médecins. Et ces médecins ont noté plusieurs détails curieux. Premièrement, ces analyses d'urine ont révélé un taux de cétone anormalement bas. Les cétones sont des composés organiques de la famille des carbonylés produits par le foie à partir des lipides pour assurer la survie lorsque l'organisme manque de glucides. Voilà. Après plusieurs jours de jeûne en général, le taux de cétone grimpe généralement en flèche. C'est une réaction biologique normale. Mais dans le cas de Travis Walton, rien. Il n'y a eu aucune réaction. On n'a pas noté une augmentation de ce taux de cétone. Est-ce que Travis Walton n'a vraiment absorbé aucune nourriture pendant 5 jours? Deuxièmement, le personnel médical n'a relevé aucun bleu ou contusion sur son corps. C'est quand même surprenant parce que s'il a réellement chuté d'une hauteur de 3 mètres le 5 novembre 1975, il aurait peut-être dû avoir des hématomes encore. À moins qu'il se soit effacé tout seul. Mais bon, on ne sait pas trop. Donc on a vu l'examen médical. On va passer au point noir suivant. Les résultats des tests polygraphiques de Travis Walton. Faisons une aparté d'abord, un aparté. Le résultat d'un test polygraphique est avant tout une question d'interprétation. Il faut bien comprendre ça, c'est important. Parler de détecteur de mensonges, c'est un abus de langage. Parce que, qu'on le veuille ou non, il n'existe aujourd'hui aucun procédé technique infaillible pour démasquer un menteur. Et le polygraphe, ça n'est pas une science exacte. On ne l'utilise d'ailleurs pas en France. Et aux États-Unis comme au Canada, les résultats obtenus par le biais d'un polygraphe ne peuvent pas servir de preuve devant une cour criminelle. Ils peuvent être juste utilisés par contre comme pièce du dossier d'accusation aux États-Unis. Le problème, c'est que les partisans du polygraphe partent du principe qu'une personne qui ment a toujours une réaction émotive mesurable par des équipements. Or, rien n'est moins sûr. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui peuvent mentir, froidement, sans montrer aucune réaction. Les vrais psychopathes en sont capables, je pense. Ouais. Donc c'est un autre débat. Voilà, on va revenir au dossier qui nous préoccupe. Donc selon Cy Gilson, donc l'opérateur qui avait mené les principales tests au polygraphe, voilà, en 1975, lui, il a rappelé que l'objectif principal du test polygraphique du 10 novembre 1975 sur Mac Rogers et ses collègues, c'était principalement de déterminer s'il y avait eu un crime ou non. Il n'y avait qu'une seule question qui concernait un prétendu ovni. Donc, du point de vue même de Gilson, que les 5 bûcherons aient réussi, que les 6 bûcherons, pardon, que les 6 bûcherons aient réussi non 5 parce que comme Allen Delis ne l'a pas passé. Il ne l'a pas terminé, en tout cas, il a quitté la salle. Donc, que les 5 bûcherons aient réussi le test, c'était insuffisant pour attester de la réalité d'un phénomène ufologique ce jour-là. Donc, dans la version officielle des faits que je vous ai présentée, Travis Walton, il aurait passé avec succès un test polygraphique, lui, en février 1976. Mais il faut quand même se méfier des apparences, parce que 4 mois plus tard, en juin 1976, l'auteur américain Philip Klass, auteur de UFOs Explained, a fait une révélation retentissante. Donc, d'après Klass, Walton aurait dicté à l'opérateur George Pfeiffer les questions qu'il souhaitait qu'on lui pose avant de passer le test. Les résultats donc, de la séance de polygraphe étaient donc par conséquent biaisés. Mais bon, il y a pire encore. Selon Klass, il a porté à connaissance du grand public une information importante. Selon lui, le samedi 15 novembre 1975, donc 5 jours après le retour de Travis Walton. Donc Walton, il aurait passé un premier test polygraphique dirigé par un certain John McCarthy. Et il paraît que Travis Walton aurait lamentablement échoué à ce premier test. Ce qui aurait provoqué d'ailleurs la colère de son frère Duane. Inconcluant, donc le résultat de ce test aurait été dissimulé volontairement par l'APRO et surtout le National Enquirer, tu sais, le magazine, qui voulait un retour sur investissement grâce aux retombées médiatiques. Il fallait du sensationnel et du crédible. Voilà. Donc ça, c'est un autre point noir. Mais il y en a d'autres.
On va maintenant parler de l'attitude de l'entourage de Travis Walton. Les proches de Travis n'ont jamais été vraiment inquiets pendant son absence de 5 jours. Cela peut suggérer qu'ils savaient peut-être que Travis Walton se cachait en lieu sûr, quelque part sur Terre, et non pas à bord d'un vaisseau spatial en train de naviguer vers une galaxie lointaine. Tu vois. La personne dont le comportement est le plus sujet à caution, c'est Dwayne Walton, le frère de Travis, hein, qui a fait des déclarations aussi maladroites que suspectes. Je vais vous citer quelques exemples. Donc très tôt dans l'affaire, Dwayne, il a été interviewé par le Ground Saucer Watch. Ground Soccer Watch, comment on dit, hein, Saucer. Je sais plus. Saucer. Ground Saucer Watch. On va y arriver ce soir. Le soccer, c'est le foot. Hein. Oui. Interviewé par le Ground Saucer Watch, une organisation ufologiste réputée sérieuse, représentée par le docteur Lester Stewart. Et avant même que son frère ne réapparaisse, Dwayne, il aurait déclaré à cette association que Travis serait retrouvé. Voilà. Et quand on lui a demandé comment il le savait, il a juste répondu qu'il en avait le sentiment, un fort sentiment. Et c'est pas fini. Hein. On a aussi la nette impression que Dwayne Walton, il a cherché quand même à dissimuler des informations, en demandant aussi à sa mère de se tenir à distance des policiers, ou alors en cachant le retour de son frère, hein, le 10 novembre 1975. Voilà. Donc on continue avec la famille. On va parler maintenant du passé de Travis et Dwayne Walton. Comme je vous l'ai déjà dit, Travis apparemment s'intéressait déjà beaucoup à l'ufologie avant son épopée extraordinaire. On a même dit qu'il était un fanat d'ovnis, comme son frère. Dwayne Walton, qui avait, selon ses dires, déjà aperçu un objet volant non identifié en 1963. Là, vous allez voir une coupure de presse, on voit que Travis déclare ça. Il le répète lui-même. Et donc, apparemment, Travis et Dwayne, ils parlaient souvent ensemble de ce sujet. Hein. Et Travis, il cachait pas son envie de faire un tour un jour à bord d'une soucoupe volante. Et comme par hasard, son souhait a été exaucé. Il a de la chance quand même. Il voulait absolument visiter l'intérieur d'une soucoupe volante et voilà, c'est arrivé. Autre anecdote accablante, peu de temps avant l'incident, et ça c'est vrai que c'est quand même assez à charge, on va dire. Travis aurait déclaré à sa mère que s'il était un jour enlevé par un ovni, il ne faudrait pas qu'elle s'inquiète et que tout irait bien pour lui. Voilà. Donc même si ça ne prouve rien, l'authenticité du témoignage de Travis Walton est affaiblie aussi par une donnée qui est peu connue. L'homme avait des antécédents judiciaires apparemment en mai 1971, 4 ans avant sa possible abduction. Travis avait été impliqué avec Charles Rogers, le frère de Mike, dans une histoire de faux en écriture, une fraude au chèque. Et ces informations ont été révélées par Walton lui-même dans un entretien préliminaire avec John McCarthy, qu'il avait soumis en premier au test du polygraphe le 15 novembre 1975. Bon après, ça prouve rien, c'est pas parce qu'il a eu ce petit problème judiciaire que c'est forcément un menteur. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est encore un idée de Travis, hein. Travis Walton. Il aurait pu mentir dans une quête de notoriété ou par appât du gain. Voilà. Lui et Rogers auraient donc tout manigancé avec la complicité de ses collègues et de Dwayne Walton, le frère de Travis. Parce que voilà, pour finir, il faut rappeler qu'on ne dispose d'aucune preuve tangible, vraiment irréfutable, de la réalité de l'OVNI qu'auraient vu Walton et ses collègues le 5 novembre 1975. Hein. En fait, toute l'histoire de Travis repose sur son témoignage et celui de l'équipe de Bûcheron. Donc voilà. Donc les différents acteurs de ce dossier ont certes passé avec succès le test du polygraphe, mais bon, les résultats positifs au détecteur de mensonges ne prouvent rien. Ils doivent même être accueillis avec prudence, avec réserve, hein, parce qu'apparemment, il est possible de tromper la technologie en contrôlant sa respiration et ses réactions physiologiques. Hein. Et une chose importante à préciser, hein, c'est que le polygraphe vise à déterminer le degré de sincérité d'une personne. Hein. Et réussir le test, ça ne signifie pas qu'on dit la vérité avec un grand V. Ça veut juste dire qu'on est convaincu par ce qu'on dit. C'est une nuance importante. Ouais. Et il ne permet pas de répondre à la question cruciale, le récit est-il conforme à la réalité des faits?
Voilà, donc ça, c'était toutes les zones d'ombre. Il y en a un certain nombre. Il faut reconnaître que là, tu as quand même mis un coup d'arrêt à ceux qui étaient entièrement convaincus par l'histoire de Travis Walton, dont je faisais partie avant qu'on prépare cette émission. Je dois l'avouer, j'étais allez, sûr à 90% de la crédibilité de cette histoire. On en reparlera à la fin parce que là, tu as montré l'aspect, Oui. le côté obscur de la force. Voyons maintenant ce qu'en disent les Jedi pour prendre la défense de Ça. notre Travis Walton. Non, 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 je veux rassurer les ufologues, je ne suis pas là pour débunker le cas de Travis Walton. Alors j'ai essayé de faire un travail objectif, et puis voilà, j'ai listé tous les éléments qui affaiblissent un peu son histoire. Mais maintenant, on va passer au reste. Voilà, parce que voilà, j'essaie d'être juste dans ce que je fais toujours. Et voilà, donc c'est vrai que l'affaire de Travis, ça a une apparence de canular. Moi, je vous cache pas que quand j'ai découvert tous ces éléments, voilà, j'avais plutôt tendance à vraiment douter de cette histoire. Mais en fait, quand on l'étudie, voilà, on se rend compte que tout n'est pas si simple. Vous allez le comprendre quand j'aurai présenté tous les éléments qui vont suivre. Voilà. Ça serait beaucoup trop facile de résumer la disparition mystérieuse de Travis Walton à une vaste supercherie, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que le sujet des abductions, c'est éminemment complexe. Je pense que nul ne peut affirmer que les enlèvements par une forme d'intelligence inconnue relèvent seulement du pur fantasme. Personne n'a le droit de le dire. Et même si le dossier de Travis Walton comporte des zones d'ombre, euh, des zones d'opacité, on va dire, il ne doit pas occulter aussi les autres cas de prétendue abduction, comme celle des époux Will, hein, qui sont vraiment le cas des époux Will, c'est pratiquement inattaquable. Hein, je veux dire, c'est très très solide, hein, comme affaire. Bon, bah, c'est sûr que l'expérience de Travis Walton souffre un peu de la comparaison, hein. Mais bon, c'est vrai que par moment, on a un peu l'impression d'avoir affaire à un imposteur, hein. Mais je vais maintenant présenter des contre-arguments dans un ordre d'importance croissante. Je vais commencer par l'aspect financier. Bon. Certains ont reproché à Travis Walton de s'être enrichi grâce à cette affaire. C'est vrai que bon, l'argent aurait pu être un mobile, c'est certain, pour inventer cette histoire complètement incroyable, hein. En 75, Walton et ses collègues, ils ont tous reçu une récompense de 2500 $ en récompense de la part du National Enquirer, le magazine, pour la meilleure affaire de l'année. C'est vrai que le livre Fire in the Sky, ça a été plutôt un best-seller, et Walton a touché aussi des droits pour son adaptation cinématographique. Bon. J'ai trouvé, grâce à mes recherches, l'information selon laquelle, en mars 2019, la fortune de Travis Walton était estimée à 7 millions de dollars. Ce qui est une belle somme. Pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, Walton, il a bien tiré profit de sa mésaventure. Bon. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, parce que bon, mais ça ne suffit pas à dire que c'est un escroc pour autant. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a gagné de l'argent que c'est forcément un escroc. Il faut comprendre que son existence a été marquée à jamais par cette histoire, hein, et que il a mis longtemps aussi à retrouver une vie normale. On peut pas lui en vouloir d'avoir cherché à obtenir une compensation financière, hein, parce que bon, c'est vrai qu'autrement, il était un peu grillé avec cette histoire aussi quelque part, hein. Tout le monde le connaissait, il n'avait pas forcément toujours une bonne réputation. Donc voilà, donc il a touché une forme de compensation financière, une forme de dommage-intérêt en fait, peut-être pour le préjudice subi, parce que ouais, que je suis pas sûr que il a quand même subi des attaques, tu vois, par le biais notamment du débunker Philip Klass là. Voilà. Et puis faut rappeler qu'aux États-Unis aussi, l'argent est un sujet moins tabou qu'en France. Et on n'a aucun scrupule à gagner de l'argent et à le faire savoir, et voilà. Donc il a gagné de l'argent, mais bon, ça ne suffit pas à en faire un escroc, forcément. Non. Voilà. Alors, j'ai parlé de Philip Klass, je vais en reparler. C'est vrai que Travis Walton, il a été quand même victime d'un debunking un peu extrême aussi, hein, notamment de Philip Klass, qui a été un adversaire farouche de Travis Walton. Il l'a harcelé pendant des années, hein. Il a utilisé des méthodes un peu sales, hein. Il a notamment proposé 10 000 $ à Steve Pierce, l'un des 7 bûcherons, pour qu'il change de version des faits et qu'il dénie les événements de novembre 75. Tout ça pour faire plonger Walton.
Donc voilà, c'est pas, c'est un peu limite comme méthode, on va dire. Class, il a aussi fait passer Travis Walton pour un drogué, tout simplement parce qu'il avait fumé un peu de marijuana étant jeune. Lui, il a fait passer pour un mec complètement drogué, complètement. Ouais, l'argument était facile, quoi. Voilà. Et autre exemple, en fait, Class, il a aussi dit que Walton avait fait de la prison dans le passé. Or, c'est faux. C'est faux. Parce que pour sa fraude aux chèques bancaires, il a juste été condamné à 2 ans de probation ou de mise à l'épreuve. Il n'a jamais été derrière les barreaux. Voilà, donc Class, il s'est acharné contre Walton. Et bon, on peut se demander quelles étaient les véritables raisons de cet acharnement. Hein. Voilà, donc je continue. Les antécédents ufologiques de la famille Walton. Donc c'est un fait, Travis et Dwayne Walton s'intéressaient déjà aux ovnis avant novembre 75. Mais bon, on entend souvent dire que quand vous vous intéressez à un sujet, il finit par s'intéresser à vous aussi. Et que Dwayne, un autre membre de la famille Walton, ait déjà vu un ovni en 1963, c'est somme toute possible. Parce que quand on étudie le phénomène ovni, on se rend compte que, par exemple, les enlèvements extraterrestres, ça se répète dans les mêmes familles, hein, ou aussi dans les mêmes lignées sanguines, génération après génération. Il y aura une question de génétique aussi. Et même des personnes seraient même abductées plusieurs fois au cours de leur vie. Il y aura un suivi de la part des entités. Alors pourquoi pas? C'est pas impossible que plusieurs membres d'une famille aient vu des ovnis, hein. Il y a peut-être des gens, des lignées qui sont plus éveillés que d'autres, je sais pas, hein. Voilà. Donc je continue. L'activité ufologique à la période des faits. Là, c'est intéressant aussi. C'est qu'un article du New York Times en date du 14 octobre 1979 a révélé que le 11 novembre 1975, donc c'était le lendemain du retour de Travis Walton. Voilà. Le ministère de la Défense a émis un message classifié confidentiel dont l'objet était activité aérienne inconnue suspecte. Dans ce message, il était indiqué que depuis le 28 octobre 1975, de nombreux rapports d'objets volants non identifiés avaient été reçus au NORAD COC. Le NORAD, c'est le North American Air Defense Combat Operations Center. Tout ça. C'est j'ai réussi à le dire, une organisation américano-canadienne dont la mission est de surveiller l'espace aérien nord-américain. En fait, ils repèrent tout ce qui arrive, hein, les missiles, s'il y a des missiles, s'il y a des avions, s'il y a des objets stellaires, voilà. Donc, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1975, donc la nuit du retour de Travis Walton, la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord, a fait état d'un objet brillant se déplaçant dans le ciel, voilà, ressemblant à une étoile. Il avait la taille d'une voiture et évoluait en silence à une altitude entre 300 et 600 mètres. Cette observation a été corroborée par 3 autres témoins. Voilà, donc il y avait une activité ufologique assez forte à l'époque, des faits. Autre information intrigante, trouvée sur le site Reddit, un site communautaire américain. En 2014, un utilisateur de Reddit dont le pseudo était Pardon My Nerdity a raconté que le 5 novembre 1975, ses parents auraient observé depuis Phoenix une lueur rougeâtre en forme de dôme sur les White Mountains, au nord-ouest de Phoenix, de la capitale arizonienne. Pour mémoire, Travis Walton a disparu et réapparu aussi non loin des Berres, aussi au nord-ouest de Phoenix, dans la même direction à peu près. Les témoins à l'époque avaient songé à un début d'incendie, mais en fait aucun feu de forêt n'avait été signalé à l'époque. Et surtout, la lumière étrange apparemment s'est brusquement éteinte. Par la suite, voilà, les parents de cet internaute auraient oublié cet incident jusqu'à la sortie du film Fire in the Sky en 1993. Et là, tous les souvenirs leur seraient revenus. Et d'après l'utilisateur de Reddit, en fait, sa mère, qui était décédée en 2001, avait toujours affirmé que cette histoire était vraie. Voilà. Donc voilà, ce sont des éléments un peu troublants. Bon, ça ne prouve rien après, mais bon, il y avait quand même possiblement une activité ufologique dans la région au moment des faits. Je vais continuer avec des éléments qui sont un peu plus techniques et qui sont intéressants aussi. Des constatations faites sur le terrain.
Tout d'abord, il faut dire qu'il est quand même vraiment déplorable qu'aucun prélèvement n'ait été fait à l'époque. On a prélevé ni terre, ni cailloux sur le site de la prétendue abduction de Travis Walton, à Turkey Springs, en novembre 75. Mais bon, ceci dit, il y a quand même plusieurs détails qui ont tendance peut-être à accréditer la présence d'un ovni sur place. La radioactivité d'abord. C'est difficile de trouver une source officielle de l'information, mais des traces de radiation avaient été a priori trouvées sur les casques des bûcherons. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je ne sais pas, peut-être que cette radioactivité était peut-être d'origine naturelle, possiblement. On sait que voilà, il y a le radon, par exemple, c'est un gaz radioactif qui est produit par le sol. Donc voilà, il y a cette question de radioactivité qui n'a jamais vraiment été éclaircie. Hein. Autre élément intéressant, la croissance plus rapide des arbres sur place. Dans une vidéo publiée en 2013, Travis Walton lui-même, qui est bûcheron, hein, c'est un bûcheron assez expérimenté, hein, il a expliqué que les taux inhabituels de croissance des cernes des arbres sur le site étaient la preuve du passage d'un ovni en 1975, et donc de son enlèvement. Vous voyez des photos prises sur place. C'est vrai que est-ce que la croissance plus rapide des arbres survenue après l'incident aurait une explication rationnelle ou pas? On ne sait pas. On sait pas. Mais bon, là, je trouve que là-dessus, il marque un point, Travis. Hein. Voilà. Les analyses de sol, on continue sur place. En 2017, un organisme qui s'appelle Frontier Analysis Limited a mené des analyses sur des échantillons de terre prélevés sur le site de la prétendue abduction de Travis Walton. Et selon le rapport rendu public, le 4 avril 2017, les études ont révélé deux anomalies. D'abord, des quantités de particules de fer plus élevées dans le sol du site que dans les zones environnantes. Il y avait plus de fer à cet endroit. Et les niveaux étaient aussi plus élevés en surface qu'en profondeur. Même si l'organisme a reconnu que cette quantité de fer hors norme était peut-être d'origine naturelle, voilà, l'organisme a quand même aussi avancé l'hypothèse selon laquelle ça pouvait s'expliquer par la présence d'un ovni à cet endroit en novembre 1975. On peut imaginer que le système de propulsion d'un vaisseau en vol stationnaire puisse créer un puissant champ électromagnétique qui attirerait les particules de fer vers la surface. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça. Voilà, donc on continue, hein, c'est pas fini. Hein. Là, ça va être plus des arguments ufologiques, parce que je m'intéresse à l'ufologie, j'ai déjà dit. Il y a quand même des détails intrigants dans le témoignage de Travis Walton. Je vais reparler des époux Hill, le célèbre cas d'abduction, de prétendue abduction de Barney et Betty Hill en 1961. C'est considéré comme un cas d'école. Hein. Et dans ce cas d'abduction, en fait, il y a le scénario d'enlèvement classique par des entités biologiques extraterrestres. En fait, le scénario qu'ont connu les époux Hill, c'est devenu un classique. On retrouve plusieurs épisodes que nous expliquent souvent les témoins. Il leur arrive souvent la même chose. Hein. D'abord, il y a la capture, ensuite il y a l'examen médical, ensuite la visite de l'engin spatial, le voyage dans l'espace et le retour sur Terre. Et il y a aussi après les répercussions physiques et psychiques de l'expérience. L'histoire de Travis Walton ressemble certes à celle des époux Hill sur certains points, mais elle comporte aussi des différences. Hein. Et je pense, moi, que si Travis Walton, il avait voulu imiter, enfin, si c'était vraiment inspiré du témoignage des époux Hill, s'il avait fabriqué un canular de A à Z, il aurait peut-être tout calqué sur le témoignage du couple Hill. Hein. Il aurait répété la même chose. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des variantes. Il y a des variantes. Et aussi, il faut comprendre une chose, hein, c'est qu'en novembre 75, Internet n'existait pas. Il était quand même beaucoup plus difficile de trouver des récits d'abductés, de se documenter hein, sur le sujet. C'est pas comme aujourd'hui, maintenant tu trouves des tonnes d'informations là-dessus. Mais bon, en 75, c'était quand même moins courant, je pense.
Et je vais revenir sur certains détails donnés par Travis Walton, qui s'avèrent pour moi assez intrigants. Je vais en mentionner quatre, hein, quatre. Alors déjà, la taille de l'OVNI. Parce que rappelez-vous, selon les bûcherons, témoins des faits, l'objet volant de forme discoïdale mesurait 6 mètres de large sur 2,50 m de hauteur. C'était donc plutôt un engin de faible dimension. Sachant que l'endroit décrit par Walton était beaucoup plus spacieux, avec plusieurs couloirs, des salles, des hangars, ça pourrait paraître incohérent comme ça à première vue. Sauf que quand on lit les récits de personnes abductées, c'est très fréquent en fait, c'est très fréquent. Souvent, ils se retrouvent dans un lieu qui est beaucoup plus vaste que l'OVNI qu'ils ont vu, qu'ils ont observé avant d'être enlevés. C'est comme s'il y avait une sorte de distorsion de l'espace, tu vois. Bon, voilà, c'est une première remarque. Remarque suivante sur les gris et les humains. Donc, à la différence des époux Hill, qu'ils n'auraient rencontré que des aliens, lors de leur abduction, les époux Hill n'ont vu que des aliens, selon eux, que des gris. C'est-à-dire, les gris, c'est une race supposée d'extraterrestres, représentée dans le film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type. Voilà. Voilà, des petits êtres de couleur grise, voilà, avec une grosse tête et des yeux en amande. Voilà, c'est très connu. Mais Travis Walton, lui, il a dit avoir vu des gris, mais aussi des humains. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Cette association extraterrestre et humain, ça renvoie à une théorie dite du complot, véhiculée notamment par l'ufologue John Lear. C'est assez connu. Voilà, je vais raconter ça vite fait. Enfin, petite précision. Donc, en février 1954, sous l'administration Eisenhower, un gouvernement secret américain appelé MJ-12 ou Majestic 12 aurait conclu dans la plus grande discrétion un pacte avec des EBE, entités biologiques extraterrestres. Et dans le cadre de cet accord secret, les entités étrangères auraient été autorisées, entre autres, à abducter des vaches et quelques citoyens américains en échange d'un transfert de technologies extraterrestres. Avancées, bien sûr, hein. Des lasers, des puces, des matériaux furtifs, voilà, la technologie de clonage. Pour les EBE, pour les aliens, voilà, ces enlèvements avaient pour objectif de mener des expérimentations génétiques sur des cobayes humains, ainsi que sur des tentatives d'hybridation entre terriens et extraterrestres. Donc, les différents protagonistes, humains et extraterrestres, auraient ainsi collaboré dans des bases souterraines ultra secrètes, telles que celle de Dulce, dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc là, ces informations qui dépassent l'entendement, qui sont assimilées un peu à une théorie du complot, voilà, ont été révélées dès 1979 par Paul Bennewitz, auteur du rapport Beta, ainsi que le lanceur d'alerte Thomas Costello, un ancien officier supérieur de sécurité de la base de Dulce, ainsi que Phil Schneider, ingénieur géologue qui aurait participé à la construction de la base du complexe souterrain de Dulce. Et d'après Schneider, au moins 100 bases cachées existaient sur tout le territoire américain, mais c'est celle de Dulce qui était la plus grande, la plus étendue donc, et la plus impénétrable, la plus protégée. Donc je continue un peu sur Dulce, c'est intéressant, je trouve. On n'en parle pas souvent. Intéressant. Et puis tu parlais de ces lanceurs d'alerte, de ces gens qui ont témoigné parce qu'ils étaient dans ces structures-là gouvernementales secrètes, et il y en a plein d'autres en fait. Quand on creuse un peu sur l'ufologie nord-américaine, je pense à Corso, le colonel Corso, qui avait écrit un livre aussi sur le cas Roswell. Ils sont des tonnes à avoir vraiment témoigné, sans rien y gagner, de ce qui pouvait se passer aux États-Unis en termes de contact avec ces entités-là. Bien entendu, voilà, c'est pas prouvé officiellement, mais bon, c'est quand même intéressant. C'est Ce, intéressant. ce Donc, sont des dires et des recoupements. ouais. Donc, selon Costello, c'était l'un des anciens responsables de la sécurité de cette base secrète. Les sous-sols hautement sécurisés de Dulce étaient sur 7 niveaux et descendaient jusqu'à 4 km de profondeur, et ils accueillaient notamment des laboratoires génétiques,
dernier cri, et des cuves de stockage contenant des embryons humanoïdes à divers stades de développement. Bah, c'est X-Files, quoi, hein, faut dire ce qui est. Ça fait froid dans le dos. Attends, ça c'est pas mal, ça. Enfin, pas mal entre guillemets. Quelques hommes étaient même, paraît-il, enfermés vivants dans des cages, comme des rats de laboratoire. Et là, le plus énorme, c'est ce qui suit, en fait, c'est que Costello, il a révélé que pas moins de 4 races extraterrestres côtoyaient les humains adulcés. Les petits gris, de l'étoile Zeta Reticuli, les grands gris, de l'étoile Rigel d'Orion, tu vois, ils donnent leur adresse en plus, c'est bien. On a les coordonnées postales pour envoyer des courriers. Des petits reptiliens, c'est un peu les ouvriers, les petits reptiliens apparemment, et des draconiens. Les draconiens, c'est des reptiliens plus grands et ailés. Ah, ça fait une belle ménagerie, hein. Ouais, alors ça peut paraître de la science-fiction, et peut-être que c'en est, puisque comme tu l'as dit, il n'y a aucune preuve, mais il y a énormément de témoignages qui vont Oui. dans ce sens-là, et sur l'existence des petits gris, on le sait, des extraterrestres de type reptilien aussi. Il y a d'autres cas d'abduction et de contacts qui ont révélé des mantes religieuses. Enfin, il y a tout un bestiaire, si je peux me permettre ce mot-là, qui parle de ces contacts avec des entités. Des montres religieuses, j'en ai rencontré quelques-unes, moi. Enfin, bref. Mais elles étaient bien Vas-y. humaines. Là, je parle d'entités exogènes. Non, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Alors, je continue, j'ai toujours pas fini, moi, hein. Donc, ça, c'est pas mal. C'est que dans les années 70, en fait, bah, les autorités américaines, elles se sont rendues compte qu'en fait, les extraterrestres, ils n'auraient pas respecté le traité, en fait. Le traité Greada, voilà, c'était le nom du fameux traité signé possiblement en 54 par Eisenhower. En fait, ils auraient enlevé beaucoup plus de citoyens américains qu'autorisés. Et voilà, donc ils seraient, et d'ailleurs ça renvoie au sujet, voilà, un des sujets qui m'intéresse, les disparitions, hein. Ça pourrait expliquer, à les entendre, voilà, ces aliens auraient enlevé beaucoup plus de civils qui n'étaient autorisés. Est-ce qu'une partie de ces civils ne sont pas dans les bases de données des personnes disparues aux États-Unis? Il faut se poser la question, je ne sais pas, hein. Alors, il est très fréquent que dans les abductions, les gens reviennent, en tout cas pour ceux qui témoignent, donc forcément, ils sont revenus, mais certains ouvrages et certains auteurs parlent de pourcentage de la population nord-américaine, notamment assez impressionnant. On parle de plusieurs millions de personnes qui, euh, qui auraient, qui auraient été abductées. Ça fait froid dans le dos. Hmm. Ah oui. Il y avait une étude comme ça qui était sortie, ouais, qui avait été présentée d'ailleurs par Marie-Thérèse de Brosse. Dans les années 90, il y avait eu un congrès au MIT, un colloque, et on avait avancé le chiffre, je crois, à plus de 3 700 000 Américains qui présentaient les signes possibles d'une abduction. Parce qu'ils avaient répondu à un sondage, en fait. Mhm. Bon, bref. Bon, là, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, ouais. Certains travaux tentent à créditer cette hypothèse-là, en tout cas. Mhm, mhm. Voilà, donc, comme les aliens n'auraient pas respecté leurs engagements, les relations entre le gouvernement secret américain et puis les entités biologiques extraterrestres se seraient détériorées depuis cette époque. En fait, ils seraient devenus un peu incontrôlables, hein, les aliens. Et donc, ils auraient été responsables peut-être d'une partie de disparitions inexpliquées de civils et également de la grande vague de mutilation animale qu'a connue le Midwest américain dans les années 70. Tu vois, les mutations animales, on en a reparlé récemment. C'est pas forcément la même cause, mais bon. Il y a eu une grande vague comme ça dans les années 70. Donc, soyons clairs, aucune preuve irréfutable concernant ces allégations n'a jamais été apportée. Toutefois, signalons que Costello, il a disparu sans laisser de traces à partir de 1993. Schneider, lui, l'un des géologues ingénieurs qui a participé à la construction de Dulce, il a été, lui, retrouvé mort à son domicile en janvier 1996. Et l'enquête a conclu à un suicide par strangulation. Et c'était moins d'un an après ces révélations fracassantes, hein. Et il aurait dit à un ami, si un jour je me suicide, c'est qu'on m'aura assassiné. Voilà. Donc bien entendu, ce ne sont peut-être que des hasards et des coïncidences, mais bon. Il y a matière à éveiller nos soupçons et notre curiosité.
C'est pour ça, moi, je reviens sur Travis Walton. C'est quand même plus que troublant que Travis Walton ait indiqué avoir vu des extraterrestres avec des humains à bord de l'OVNI. Parce que les époux Hill n'avaient pas donné ce détail. Eux, ils avaient juste vu des grilles. Mhm. Voilà. Et rappelons qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait beaucoup moins de cas d'abduction relayés médiatiquement comme celui des îles. Voilà. Aujourd'hui, ça nous semblait évident quand on parle d'abduction, qui est des petits gris qui répondent aux ordres d'une autre espèce humaine ou autre, qui donnent les ordres, etc. À l'époque, c'était pas le cas. C'était pas encore dans le folklore ufologique ce type de description. Et les informations relatives au traité Greada et à Dulce n'ont été révélées que des années plus tard. Il n'est même pas sûr que Travis Walton n'avait pas connaissance de tout ça. Bien que passionné d'ufologie. Ouais, bien sûr. Mais bon, je te dis, la Dulce, ça a été révélé bien plus tard. Hein. Et certains observateurs, en faisant des recherches, je me suis rendu compte de ça, c'est que certains des observateurs pensent que peut-être que Travis Walton, en fait, n'était pas à bord d'un ovni, mais qu'il était peut-être dans une installation sous terre, peut-être dans une base secrète, et peut-être à Dulce, finalement. Parce que Dulce n'est qu'à 440 km de Turkey Springs. C'est pas loin, hein. Mais ça veut dire que s'il y est allé, il y serait allé en ovni. Oui, bien Donc, sûr. donc il est pas, il est allé dans un ovni à un moment ou à un Oui, autre. possiblement. Possiblement. Il paraît qu'il y a aussi des tunnels sous les États-Unis, tu sais, il y a des, il y a Oui, des trains à grande ça vitesse. s'appelle le métro, ça. Non, 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 dans le désert. Enfin, bref, c'est un Peut-être. autre sujet. C'est John Lear qui raconte ça, qu'il y aurait des tunnels comme ça sous les États-Unis, quoi. Les gens pourraient se déplacer à très grande vitesse. Mais bon, John Lear, il est un peu controversé lui aussi. Il donne des infos, mais bon, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop Toujours s'il délicat ces désinforme aussi infos, par mais moment. il faut les prendre et les recouper. Voilà. Donc ça, c'était sur Dulce. D'ailleurs, petit aparté, je tiens à saluer le travail de Ludovic d'Icaris, qui a fait un excellent magazine. Son magazine a fait un excellent numéro sur Dulce. Voilà, donc je tiens à Ouais, saluer son travail. on le salue, et ben en plus tu tombes très bien parce que demain soir, à 20h30, il sera en direct sur Nuria TV avec Nora pour une Non. émission consacrée à la Terre creuse. Donc tu vois, il n'y a pas Ah, la de, il synchronicité, y a là. pas de hasard exactement. Donc Ludo, bonne soirée à toi si tu nous regardes, et puis à demain. Salut Ludo. Alors, je continue. Pas fini encore. Il y a encore plusieurs points sur, sur l'abduction de Travis. Je vais parler d'un autre détail. Lorsque Travis Walton a été libéré le 10 novembre 1975, rappelez-vous, il était sur le sol, il aurait vu l'OVNI repartir dans les airs. Donc l'engin aurait redécollé verticalement en l'espace d'une seconde. Et Walton, il aurait dit que la chose la plus frappante lors de son départ était son silence. Et ce détail, ça renvoie à ce qu'on appelle l'effet dose. Tous les témoins, les prétendus témoins d'OVNI expliquent que c'est comme si le temps était suspendu. Il y a un silence qui est total à chaque fois. Et là, Walton, il a donné ce détail. Voilà, c'est quand même, ça peut montrer peut-être sa crédibilité, je sais pas. Mhm. Ce sont des détails, hein, on dit, le diable est dans les détails, comme on dit, hein. Ouais, ouais. C'est important. Voilà, et la dernière chose qui est intéressante, c'est que c'est le missing time. Donc le missing time, le phénomène de temps manquant, une forme d'amnésie associée aux abductions et à certaines observations d'OVNI. Walton, il a disparu pendant 5 jours, mais il n'a conservé de souvenirs que pour une période de 2 heures, d'une manière consciente et inconsciente. Lors de sa séance d'hypnose régressive, il a répété exactement les mêmes faits. Et en fait, son témoignage, ça semble cohérent avec son missing time, parce que s'il avait menti ou fabulé, il est raisonnable de penser qu'il aurait peut-être raconté tout ce qui lui était arrivé pendant 5 jours. Mais non, là, il s'est contenté, il s'est limité à 2 heures. Donc, il y a une forme de logique et de cohérence là. Mhm. Tu vois, si c'était un menteur, il aurait raconté n'importe quoi, il en aurait fait des caisses, et il aurait raconté tout ce qu'il avait fait pendant 5 jours. Là, non, il s'est limité aux 2 heures. Donc moi, je trouve que c'est encore un élément qui a tendance à montrer que Qui- son témoignage est peut-être crédible. Mhm. C'est un élément, tu vois, c'est exactement le terme. C'est-à-dire que c'est pas une preuve, on peut pas faire de ce genre d'argument une preuve, mais en tout cas, c'est un élément de plus qui penche dans la balance d'un témoignage crédible. Voilà, donc je continue, j'ai pas fini.
Les résultats au test polygraphique. Donc, le samedi 15 novembre 1975, Walton, il aurait été soumis à un premier test polygraphique dirigé par John McCarthy. Un test auquel il aurait lamentablement échoué, selon Philip Klass, là, qui avait balancé cette information pour le discréditer plus tard. Mais bon, cette affirmation doit être comme nuancée parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. L'état émotionnel de Walton, il était certainement encore perturbé 5 jours après son retour. Il n'était peut-être pas dans les meilleures conditions pour passer ce test. Donc après, voilà, ça peut expliquer pourquoi peut-être il a échoué. Et puis il faut aussi noter que McCarthy a été très agressif apparemment pendant la séance d'interrogatoire. Il a vraiment été, il n'a pas du tout été impartial. Il a vraiment été assez agressif. Voilà, donc ça n'a pas forcément mis Walton dans de bonnes conditions. Et puis apparemment, McCarthy avait un équipement vraiment dépassé. Il avait plus de 30 ans, très ancien, et c'était pas un matériel très très performant. Donc voilà, tous ces éléments peuvent nous laisser penser que voilà, c'est pas parce qu'il a échoué que forcément ça remet en cause toute la véracité de son témoignage. Parce que si on fait les comptes, Travis et les autres témoins, ils ont quand même réussi 16 tests contre un seul, voire 2 négatifs. 2 si on tient en compte celui du jeu télévisé. Et Travis et les autres témoins n'ont jamais varié de version depuis 40 ans. Et dans un article du Houston Post, en date du 26 novembre 1975, le docteur Jen Rosenbaum, un psychiatre de Durango, au Colorado, qui a examiné Travis, il a déclaré que ce dernier n'avait pas menti. Voilà. Il faut se poser la question, pour finir, quel intérêt auraient eu les témoins à couvrir Travis Walton depuis 4 décennies? Est-ce que les bûcherons ont décidé de couvrir par amitié un canular imaginé par Walton en 1975? C'est pas sûr, hein, parce que Travis, donc voilà, il était en froid avec Ellen Delis, et voilà, il a même écrit sur son site internet la phrase suivante: bien que nos différends aient été oubliés en ce qui me concernait et que nous avions des relations amicales au travail, je soupçonnais qu'Ellen Delis puisse avoir des mauvais sentiments persistants envers moi. Donc, si cette histoire était bidon, si Travis a raconté n'importe quoi, je pense que Allen Delis ne se serait pas privé de le dénoncer. Hein. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait aidé Walton? Même si Delis n'a pas terminé son test en 75, il a finalement passé en 93 et il a passé haut la main. Voilà. Et puis bah là, il faut rappeler que la plupart des ex-collègues de Walton n'ont quasiment rien gagné dans cette histoire. Ils ont juste empoché une récompense de 2500 $ offerte par le National Enquirer en 75. Mais bon, c'est quand même une maigre consolation au regard des ennuis qu'ils ont récoltés. Hein. Voilà. Et puis en ce qui concerne Mike Rogers, on ignore si l'US Forest a finalement mis fin à son contrat sans pénalité financière. Moi, j'ai pas trouvé d'infos dessus. C'est très difficile de trouver des infos là-dessus. Il y a eu une rumeur, mais au final, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne sait pas si cet incident a été réellement profitable à Rogers. Et je pense que s'il y avait vraiment eu tentative de fraude, peut-être que l'administration américaine ne lui aurait pas fait de cadeau. Hein. Voilà, si cette fraude a été prouvée. Celle-là aussi. Voilà, bref. Donc avant de conclure, on va citer quelques déclarations de témoins de l'époque. Hein. Nous ne pouvions pas croire ce qui se passait. L'horreur était irréelle. Ça, c'est Allen Delis qui l'a dit. Je sais ce que c'est vu, et ce n'était rien provenant de cette terre, a dit John Goulet. Je travaille dans ces bois depuis plus de 10 ans, et c'est la pire chose qui me soit arrivée. Ça, c'est Mac Rogers qui a dit ça. On va garder la meilleure pour la fin. Si je devais recommencer, je ne sortirais pas du camion. Ça, c'est Travis Walton qui l'a dit. Voilà, donc bon, bah, en conclusion, ce dossier est plus difficile à traiter qu'il n'y paraît. On peut tenter de n'y voir qu'une énorme duperie, comme ça, de loin. Mais bon, pour moi, c'est la solution de facilité. Je pense que l'étude impartiale des faits montre qu'un certain doute subsiste. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé entre le 5 et le 10 novembre 1975. Et Travis Walton le sait-il vraiment lui-même aussi? Parce que
Moi, je trouve que c'est vrai que Walton, il est souvent montré quand même sous un angle un peu antipathique, hein. Et c'est peut-être parce qu'il sourit rarement sur les photos. Je sais pas si tu as remarqué, mais il est un peu. Ben, là, il y a aussi le fait que la presse utilise toujours les photos qui les arrangent pour imager. Donc, quelqu'un qu'on veut faire passer, qu'on veut rendre moins sympathique, on sélectionne les photos où il sourit pas. Je pense que dans la vie de tous les jours, peut-être qu'il est souriant, mais il y a effectivement beaucoup de photos de presse où il l'est pas des masses. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas sombrer dans voilà, dans le délit de sale gueule, entre guillemets. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout l'attitude de son entourage, son frère Duane en particulier, qui lui a porté tort. Moi, je pense que s'il y a eu un canular en novembre 1975, il n'a toujours pas été prouvé à l'heure actuelle, hein. On a beau dire ce qu'on veut, en dépit de l'action des bunkers de tout poil, hein. Je veux dire, pour l'instant, non. Pour l'instant, personne n'a prouvé que c'était un canular, une imposture, une escroquerie. Et puis, il faut quand même mentionner que Travis Walton, il a toujours accepté sans sourciller de passer les tests et examens. Donc, je pense que s'il avait eu des choses à cacher, il se serait peut-être montré moins coopératif. Donc, on ignore s'il a dit la vérité ou pas, mais bon, il n'a jamais varié de version depuis 40 ans. Et moi, je trouve que. Moi, je ne vous cache pas que j'ai une certaine sympathie pour Travis Walton, paradoxalement. Je trouve qu'il est resté digne du début à la fin, ce gars. Et moi, je pense qu'il mérite tout notre respect pour ça. Voilà. Salut Travis, si tu nous regardes. Bah, quoi qu'il en soit, je pense que ce soir, tu nous as fourni certainement l'un des dossiers les plus complets sur le cas Travis Walton. Donc merci pour cet énorme travail que tu as fait sur ce dossier-là. Pour ma part, j'étais vraiment beaucoup plus convaincu sur le dossier Travis Walton. J'avais lu des choses, et comme je t'ai dit, je pense qu'à 90%, j'étais convaincu par l'authenticité, la crédibilité de ce témoignage. Aujourd'hui, même si, comme toi, j'ai une certaine sympathie pour le personnage, euh, je suis encore dans l'hésitation, parce qu'il y a quand même quand on creuse un peu comme tu l'as fait autour des déclarations des personnalités de son entourage et des situations financières et professionnelles de l'entourage, il y a certains éléments que tu as mis en évidence et qui peuvent amener du doute. Il y a quand même 3 points que j'ai notés, que je retiendrai sur ta présentation et qui vont plus dans le sens d'une crédibilité de ce témoignage. La première, tu sais, tu es revenu tout à l'heure sur le taux de cétone présent dans son sang qui ne marquait pas qu'il avait subi un jeûne de 5 jours. Seulement, tu nous as dit aussi en début d'émission qu'il avait perdu 5 kilos. Et donc, là, il y a un énorme paradoxe, c'est-à-dire que sa masse corporelle indique qu'il n'a pas mangé et qu'il a perdu du poids, et le taux de cétone indique le contraire. Et pour se trouver dans des situations aussi paradoxales et aussi ubuesques, en fait, il n'y a que le phénomène OVNI qui arrive à créer ce genre de situation à ma connaissance. Ça n'est pas une preuve, c'est juste une réflexion. Je sais par expérience, à travers mes lectures et mes discussions, que le phénomène OVNI peut souvent paraître grotesque de prime abord. Et ça, c'est un élément qui colle parfaitement avec cette thématique-là. Oui, Et toujours, excuse-moi, il a pu être aussi nourri d'une manière inconnue. On a pu lui faire passer des nutriments oui, dans son organisme, qui hein. n'ont pas déclenché la production de Ouais, cétone dans l'organisme, ouais, ouais. mais qui lui ont quand même fait perdre le poids d'un jeûne classique. Qui l'ont maintenu en vie quand même, tu vois. Voilà, avec ce qu'on appelle les signes vitaux sont maintenus, mais le corps perd de la graisse. Euh, un autre point, et toujours dans ce phénomène grotesque, c'est à un moment les déclarations que lui fait, Travis Walton, sur son excursion à bord de la soucoupe, c'est tellement énorme, c'est tellement exagéré, que je me dis que s'il avait voulu mentir, il n'aurait pas inventé aussi loin. C'est-à-dire que se retrouver dans une soucoupe si petite et puis décrire quelque chose qui devient si grand à l'intérieur, où il y a plusieurs salles, où il rencontre différentes espèces et où, tiens-toi bien, il se retrouve aux commandes du vaisseau en beau milieu de ce qu'on pourrait appeler une flotte de soucoupes volantes. Je pense que si on l'invente, on va pas aussi loin. C'est mon intuition profonde. Mhm. Et puis le dernier point, là, c'est un peu de bon sens, et tu l'as dit, autant de personnes, les six bûcherons, la famille de Travis Walton, qui mentiraient sur une si longue période, c'est-à-dire qu'à ce jour, aucun des protagonistes de l'histoire n'a fait de déclaration allant dans le sens d'un canular. C'est très difficile de maintenir un mensonge durant si longtemps et avec autant de personnes. Donc là aussi, c'est un élément pour moi important qui accrédite son témoignage. Mhm. Ah ouais, mais je suis partagé, hein, j'ai du mal à trancher.
mais je n'écarte pas la possibilité que ça soit véridique, hein. Dire qui sommes-nous pour le savoir? Je pense que Euh, le dernier point peut-être, c'est que souvent sur leur lit de mort ou quand ils mm, sentent la fin de leur vie approcher, les gens mm, aiment, aiment partager mm, leur vérité sur certains mm, faits, comme l'ont fait beaucoup de lanceurs d'alerte autour du phénomène OVNI, hein. Tout à l'heure, je te parlais de Corso, mm, il y a énormément d'anciens militaires qui ont témoigné. Peut-être qu'un mm, jour, les protagonistes de l'histoire, dans un sens ou dans un autre, mm, diront leur vérité avant de passer mm. à trépas. On verra bien. Wait and see. Eh ben, écoute, quoi qu'il en soit, merci beaucoup Lionel, ça nous a fait vraiment très plaisir de t'avoir parmi nous. Merci Guillaume, merci à tous les Nuréens et à bientôt. Bonne fête de fin d'année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, surtout prenez soin de vous, et puis bah n'oubliez pas, vous gardez les pieds sur terre, et puis toujours un peu la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao.